Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, il fait chaud, mais ça a aussi été une semaine chaude pour l'agriculture. On revient sur les faits essentiels et puis surtout, on va vous montrer que rien n'est encore gagné. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, il y a du nouveau chez Horsch, mais comme on ne dispose que d'une image pour illustrer, on va passer très vite dessus. Car en effet, le fabricant muscle sa gamme avec l'Avatar 12 LC, un semoir équipé d'une trémie géante de 9400 litres, répartie en 3 compartiments pressurisés. Elle permet d'apporter jusqu'à 3 produits simultanément avec un 4e en option. À la clé, des ravitaillements espacés et un débit de chantier optimisé pour les grandes surfaces. Ouh, ça va, ça passe. C'est l'image qui a fait le buzz en cette fin de semaine. Des agriculteurs qui interviennent pour éviter l'installation d'une rave party non autorisée sur la commune de Lacanourgue en Lozère. Heureusement, aucun blessé, mais une cinquantaine de gendarmes, une quarantaine de sapeurs-pompiers et une compagnie de CRS qui ont été mobilisés. Cette semaine à Paris s'est aussi déroulée la remise des médailles du Salon de l'Agriculture 2025 et parmi les personnalités récompensées, vous le connaissez, non ? Et en ouverture de cet événement, Jean-Paul a pu enregistrer une émission spéciale « Faut pas prendre les agriculteurs pour des... » que vous pouvez retrouver par ailleurs sur notre chaîne YouTube. La semaine dernière, la FN Safer a publié son baromètre annuel du foncier rural. En 2024, les terres et prêts libres atteignent 6 400 € l'hectare, en hausse de 3,2%. Les terres louées suivent à 5 220 € par hectare, en hausse de 2%. Les vignes en AOP restent les plus chères, 176 400 € à l'hectare en moyenne, malgré un léger recul des prix. Côté forêt, comptez 4 850 € par hectare. Le marché du foncier reste actif mais sous tension, puisque la FN Safer redoute des reculs significatifs en matière de protection du foncier agricole suite aux modifications apportées à la proposition de loi Duplon. Tiens, eh bien si on en parlait justement. Ça a bien chauffé cette semaine pour l'agriculture. Le projet de loi visant à lever les contraintes pesant sur les agriculteurs a cristallisé les tensions. Pas moins de 3438 amendements déposés, notamment par le groupe écologiste et par le groupe LFI, puis finalement une manœuvre parlementaire signée par le député LR Julien Dive. Vous avez décroché, c'est pas simple à suivre, mais on vous explique tout. Dès lundi matin, l'ambiance était électrique. En région, la coordination rurale est allée à la rencontre de parlementaires, comme ici en Dordogne. Mais le point chaud était devant l'Assemblée nationale à Paris, où les pontes de la FNSEA et des jeunes agriculteurs se sont mobilisés. Au même moment, au sein de l'Assemblée, Julien Dive, rapporteur de la PPL, menait une dernière opération de persuasion. Il l'a reconnu lui-même. Il a passé tout son week-end à appeler les députés un par un pour s'assurer que sa mention de rejet du projet de loi soit bien adoptée. Une manœuvre destinée à contourner l'obstruction parlementaire. C'est technique, mais c'est légal. Et le coup de poker a fonctionné. Une majeure partie des députés allant du RN au centre a voté la motion de rejet. Cela a permis de clore l'examen du texte de loi en première lecture et de l'envoyer directement en commission mixte paritaire. Mais comme le souligne Jérôme Despey, premier vice-président de la FNSEA, eh bien rien n'est encore joué pour le moment. Alors c'est pas du tout gagné puisqu'on attend maintenant une date de la commission mixte paritaire. Donc là, il faut que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, en lien avec le gouvernement, se mettent d'accord sur une date. Donc on espère, nous, le plus tôt possible. Ça repasse en discussion en CMP et puis ça retourne dans les deux assemblées pour un vote. Reprenons. Cette commission, composée de 7 députés et 7 sénateurs, aura donc pour mission de trouver une version de compromis. Et c'est là que la démarche de Julien Dive prend tout son sens. Si la commission trouve un accord, alors le texte de compromis retourne devant le Sénat puis l'Assemblée. Mais il ne peut plus être amendé par les députés. Ils ne peuvent que l'accepter ou le rejeter en bloc. L'obstruction ne sera donc plus possible. En revanche, si la commission mixte échoue à s'entendre, ce sera un retour à la case départ et avec une sacrée gueule de bois en plus. Pendant ce temps, on prépare le congrès des jeunes agriculteurs la semaine prochaine à Auch. L'occasion de faire plusieurs rencontres et de poser quelques questions qui tuent sur l'actualité. Par exemple, à cet élu des jeunes agriculteurs à qui beaucoup de monde fait la bise. Bien sûr.
Bien sûr, parce que en fait, cette PPL-là, elle défend aussi le fait qu'il y ait trop de contraintes. Et en bio, on est d'accord qu'il y a aussi énormément de contraintes. On a beaucoup de cahiers des charges à respecter. On est beaucoup contrôlé toute l'année. À la moindre erreur, on peut se faire complètement dézinguer notre certification bio. Les contrôles de l'OFB aussi qui sont très problématiques pour le coup. Et puis cette PPL, elle représente un petit peu toutes les productions agricoles. Donc soit en bio ou en conventionnel, oui, on a tout intérêt à la défendre, qu'on fasse n'importe quelle production. Et puis tant qu'on y est, on avait une deuxième question qui tue en stock, plus axée sur ce fameux congrès. On a constaté aujourd'hui qu'on a hérité de ces modèles des générations précédentes. On va dire que nos grands-parents ont construit ces modèles. On a transmis les outils, mais on n'a pas forcément transmis les valeurs. Donc on constate un désintéressement et une incompréhension de ces modèles. Pour essayer de remédier à ces questions-là, on va essayer de retravailler fortement sur les aspects de formation pour bien réexpliquer ce qu'est ces modèles, comment ils fonctionnent, et puis pour exercer aussi et administrer ces structures en responsabilité pour redonner de l'attractivité aux jeunes générations à venir participer et s'investir au sein de ces modèles. Donc ça sera effectivement le thème de notre rapport d'orientation de cette année. Donc le sujet coopération et mutualisme qu'on a décliné sous l'angle de comment remettre l'agriculteur au centre des modèles coopératifs et mutualistes. Mais il y a aussi une autre raison de rager, un peu plus spécifique, mais rageante quand même. Il faut dire que depuis le 1er janvier 2025, l'Union européenne impose la généralisation du double système de freinage sur les tracteurs et matériel remorqué. Mais près d'1 million de véhicules agricoles circulent encore avec une simple ligne hydraulique. La mesure n'est pas rétroactive, me direz-vous, alors où est le problème ? Eh bien, prenons 2 exemples. Un tracteur neuf en double ligne ne peut plus freiner une remorque ancienne en simple ligne. Inversement, une remorque neuve double ligne ne reçoit pas la pression nécessaire depuis un tracteur ancien. Pour les CUMA qui disposent d'un parc matériel important, cela relève vite du casse-tête absolu. Suite à cette nouvelle réglementation, elles chiffrent leurs pertes à 1 milliard d'euros et appellent à sécuriser d'urgence la période post-2025 avec 2 mesures concrètes. De 1, maintien du freinage smart et de 2, facilitation du rétrofit sans réhomologation lourde, tout en appelant à une réunion rapide de toutes les parties prenantes. Et si on se détendait un peu avec une petite rubrique fraîche, sympa, on va rejoindre Jean-Marc Petat. Cette semaine, il est allé en Champagne pour nous faire découvrir un projet prometteur pour booster la biodiversité au champ. Let's go! Bonjour, si l'on veut être efficace en matière de reconquête de la biodiversité, on sait que ça passe par une massification des actions au niveau territorial. Et vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Je suis aujourd'hui en Champagne pour l'illustrer avec le projet Symbiose. Philippe, tu es le président du réseau Biodiversité pour les abeilles et tu vas nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est Symbiose. Alors, Symbiose, c'est en quelque sorte une émanation du réseau Biodiversité pour les abeilles qu'on a créé il y a une quinzaine d'années. J'en suis actuellement vice-président. Dans le cadre de Symbiose, on a expérimenté des aménagements de l'espace et des pratiques qui permettent d'augmenter la ressource florale au bénéfice des pollinisateurs sauvages et domestiques. Donc il apparaissait évident qu'un travail important devait se faire sur la luzerne. C'est ce que nous avons fait. Mais Philippe, tu dis que ça existe depuis 15 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand même, Symbiose stagne ? Alors, Symbiose ne stagne pas sur la luzerne puisqu'il y a un continuum, mais par contre, sur les autres modes d'aménagement de l'espace que l'on peut envisager, effectivement, ça n'avance pas. Et au niveau des freins, qu'est-ce qui explique ça ? C'est essentiellement des freins financiers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la biodiversité, il faut que la biodiversité, ça soit payé à l'agriculteur. Benoît, bonjour. Tu es président dans la coopérative de déshydratation Luséal et on le voit, la filière luzerne, c'est un acteur très important de cette démarche Trame verte Symbiose. Comment est-ce que la filière luzerne, finalement, elle a réussi son engagement dans la biodiversité en Champagne ? Alors il y a plusieurs particularités à la luzerne déshydratée. 80% de la luzerne dési
en France, elle est faite en Champagne, ici sur le périmètre. Chez Luséal, on traite 20 000 hectares de luzerne, 1500 adhérents, on est chez la parcelle d'un adhérent. Et quand Symbiose est venu nous voir pour nous parler luzerne, on s'est dit on a un gros avantage. C'est qu'on déshydrate le produit, on le stocke, on le vend, mais c'est également la coopérative qui récolte à la place des agriculteurs du fait de la massification des surfaces. Et on s'est dit que c'était plus facile de gérer la fauche et le fait de laisser ces bandes directement avec un seul interlocuteur qui est la coopérative, plutôt qu'avec chacun de nos 1500 adhérents. Donc aujourd'hui, on laisse des bandes de 3 mètres de large comme ça représente 200 hectares par an à l'échelle de Luséal. C'est 1% de nos surfaces, mais 1% de nos surfaces à environ 20 000 abeilles à l'hectare de bande. Avec nos 200 hectares, ça fait quand même 4 millions d'abeilles auxquelles on apporte à manger pendant l'été sur le périmètre de Luséal. Et le modèle Symbiose gagnerait à s'étendre à différentes régions, mais aussi à d'autres coopératives et filières. Mais les freins sont pour le moment financiers. Benoît, si vous aviez en face de vous la filière céréales, la filière maïs, la filière oléagineuse, qui sont des grandes filières, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, l'objectif, nous, ce qu'on a dit à nos adhérents, et je leur tiendrai le même discours, on leur a dit on est capable, grâce à la luzerne, de cultiver la biodiversité. Donc moi, je dirais à nos collègues, on a su se mettre autour d'une table avec beaucoup d'interlocuteurs, on parle à tout le monde, aux ONG, aux défenseurs des abeilles, au milieu apicole. Et aujourd'hui, on a réussi à mettre un outil qui fonctionne très bien depuis 5 ans. Il y a un coût. On l'assume, mais on pense qu'effectivement, on prend notre destin en main. Je pense que demain, de grandes filières comme les céréales, comme les éoléoprotagineux, comme le sucre, sont à même de trouver des solutions qui leur sont propres. Après, est-ce qu'il faut le raisonner à l'échelle d'une coopérative ou d'une filière, ou est-ce qu'il faut le raisonner à l'échelle de l'agriculteur? Chaque agriculteur peut également apporter sa pierre à son édifice. On sème de plus en plus de couverts d'interculture, notamment après les moissons, et on sème le plus tôt possible pour avoir le meilleur développement. Et aujourd'hui, on met beaucoup d'espèces. Et ces espèces arrivent à fleurir et alimenter notamment les abeilles. Et les agriculteurs peuvent également prendre leur destin en main et apporter leur pierre à l'édifice et leur contribution avant qu'on ne leur impose quoi que ce soit. Benoît, Philippe, merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous pouvez nous retrouver chaque jour avec de nouvelles émissions sur notre chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.